Bienvenue au JESFC 2025. Je suis Laurence Gézel, rythmologue au CHU de Strasbourg et j'ai la joie d'être avec Pascal Defaille, rythmologue au CHU de Grenoble. Nous allons voir ensemble les recommandations ESC 2024 concernant l'ablation de la fibrillation atriale. Alors Pascal, quelles sont les évolutions notables par rapport au RECO de 2020? Alors, les évolutions sont notables, les recommandations ont été clarifiées, amendées, elles sont beaucoup plus précises, notamment d'abord sur l'ablation de l'AFA clinique, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique, résistante ou intolérante, ou chez les patients intolérantes aux antiarythmiques, ça c'est la recommandation classique. Et puis on a une recommandation extrêmement forte en première ligne. Alors en première ligne, ça ne veut pas dire en première intention dès la première crise. En première ligne, ça veut dire qu'on n'a pas essayé d'antiarythmique et qu'on va proposer aux patients l'ablation en première intention après qu'ils aient fait un certain nombre de crises, mais avant l'essai des antiarythmiques. Et là, on a des études qui valident vraiment dans l'AFA paroxystique, c'est en classe 1 dans l'AFA paroxystique, des études qui valident complètement l'ablation en première ligne. Alors, dans l'insuffisance cardiaque aussi, la place de l'ablation se confirme. Dans l'insuffisance cardiaque, ça s'est clarifié. Alors, il y a deux recommandations. Il y a vraiment une indication en classe 1 quand on pense vraiment qu'il s'agit de ce qu'on appelle une cardiomyopathie rythmique liée à la fibrillation atriale et qu'on a un certain nombre d'arguments pour penser qu'on va finalement améliorer, voire normaliser la fraction d'éjection après ablation de la fibrillation atriale. Et ça, c'est une recommandation en classe 1 et il y a des études qui le valident. Et puis, il y a une deuxième recommandation qui est en classe 2A, qui est forte également. C'est l'association d'une fibrillation atriale et d'une insuffisance cardiaque. Et on sait que même si on ne guérit pas le patient, on va les améliorer. Il y a des études qui le montrent. Il y avait eu CASTLE-AF, mais il y a maintenant CASTLE-HTX qui montrent que ces patients-là, on les améliore et que parfois, on les sort même de situations périlleuses comme l'attente de transplantation ou les discussions d'assistance ventriculaire. D'ailleurs aussi, l'ablation de FA pourrait éviter le pacemaker. Voilà, il y a aussi une recommandation de classe 2A, mais c'est finalement relativement fréquent, ces patients qui ont ce qu'on appelle en français une maladie de l'oreillette, ces syndromes braditachycardie, et où on sait qu'en fait, quand on fait l'ablation de la fibrillation atriale, on évite la mise en place d'un stimulateur cardiaque, et puis on va arrêter les antiarythmiques qui ralentissent le cœur, et ces patients-là, on évite la mise en place d'un stimulateur cardiaque. Il faut y penser. Alors, qu'en est-il maintenant de la FA clinique chez un patient asymptomatique ? On peut revenir sur les définitions parce que quand on parle de FA clinique, elle peut être symptomatique ou asymptomatique. Donc les recommandations dans la FA clinique, c'est des recommandations qui sont aussi pour la FA asymptomatique. Une FA qu'on va dépister par un électrocardiogramme fait systématiquement ou par une montre avec un enregistrement d'électrocardiogramme, vraiment pas la PPG, mais l'électrocardiogramme. Et là, on peut penser qu'en fait ces patients-là, étant donné qu'on dépiste une FA alors qu'ils sont asymptomatiques, la charge de fibrillation atriale est probablement élevée. Et ces patients-là, ils sont très souvent très améliorés, même sur le plan clinique, parce qu'ils se disent asymptomatiques et en fait, après ablation, ils se trouvent améliorés. Et là, il y a une recommandation aussi, et ça fait partie des indications. Alors, qu'en est-il de l'anticoagulation pré-, per- et post-ablation? C'est aussi clair, ça s'est clarifié. D'abord, on doit toujours anticoaguler un patient au moins 3 semaines avant l'ablation, quel que soit le score de Chatseva, et 2 mois après. Donc on doit entourer l'ablation de l'anticoagulation, par AOD d'ailleurs. La deuxième recommandation, c'est qu'on doit faire l'ablation avec les AOD non interrompus. On ne doit pas faire d'arrêt avant et après, on doit le faire de façon non interrompue. Et puis ensuite, après ablation, on doit poursuivre les anticoagulants en fonction du score de Chatseva, c'est-à-dire qu'on va arrêter uniquement les patients qui ont un score de Chatseva à 0 ou à 1. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, les points clés de ces nouvelles recommandations, c'est 1. Une ablation précoce de l'AFA paroxystique pour limiter la progression vers l'AFA persistante. 2, l'ablation de l'AFA fait maintenant partie de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. 3, l'anticoagulation, 3 semaines avant l'ablation,
2 mois après, non discutable, et ensuite une adaptation en fonction du score de Schatz 20. Merci beaucoup.